Au premier anniversaire du 7 octobre, échange de tirs et combats entre Tsahal, le Hezbollah au Liban et le Hamas dans la bande de Gaza qui promet une guerre d'usure. Robert Fico refuse l'idée d'une entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, déclaration du Premier ministre slovaque qui promet de s'y opposer tant qu'il sera au pouvoir. Au Moyen-Orient, regain de tension le jour anniversaire des massacres du 7 octobre. Face au Hezbollah, Tsahal dit avoir mené une attaque ciblée dans le sud de Beyrouth, près de l'aéroport, dans une zone considérée comme le bastion des combattants du Parti de Dieu. De son côté, le Hezbollah assure bombarder des soldats israéliens à Blida, une localité du sud Liban, proche de la frontière avec Israël. Tsahal accuse le Hezbollah d'avoir tiré à l'occasion du 7 octobre 135 projectiles en direction d'Israël. Selon les services de secours israéliens, les tirs n'ont fait aucune victime. Au sud, le Hamas revendique avoir tiré des roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël et avoir notamment visé un kibboutz, une base militaire, et Tel Aviv. Dans un communiqué, le groupe terroriste promet une guerre d'usure longue et dit que les otages à Gaza sont dans une situation très difficile. Sur les 251 personnes enlevées il y a un an, 95 seraient toujours aux mains du Hamas et 34 de ces otages sont considérés comme morts. L'armée israélienne mène de son côté des opérations terrestres à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, où Tsahal soupçonne le Hamas de chercher à reconstituer ses capacités. Selon le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son gouvernement est en train de faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de 7 octobre. La police néerlandaise s'est heurtée lundi à des manifestants pro-palestiniens à Amsterdam. Les affrontements ont eu lieu alors que les manifestants s'approchaient d'un rassemblement pro-israélien commémorant les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Le maire d'Amsterdam a appelé à la fin de la manifestation pro-palestinienne. De nombreuses villes d'Europe ont organisé lundi des commémorations en souvenir des 1200 civils tués par le Hamas le 7 octobre 2023 et des otages toujours retenus par le groupe militant. À Berlin, une cérémonie de commémoration a été organisée à la synagogue Chabad, où des survivants de l'attentat se sont rassemblés pour honorer leurs proches tués par le Hamas, tout en appelant à la poursuite des efforts pour libérer les otages restants. The terror in Israel is still happening. The hostages are still in the tunnels after 1 year. I'm begging for you, keep fighting for those people. Les communautés juives se sont également rassemblées en Italie et en Espagne. La première ministre italienne Giorgia Meloni s'est exprimée à la principale synagogue de Rome, commémorant l'attentat tout en réaffirmant le droit d'Israël à se défendre. En France, les rues de Paris affichaient lundi les visages des otages du Hamas sur des affiches collées pendant la nuit par des activistes. 94 otages sur les 251 capturés il y a un an sont toujours retenus à Gaza. Le 7 octobre 2023, le Hamas a tué 1200 personnes et pris 251 otages dans le sud d'Israël. Un an plus tard, le chef de l'armée israélienne affirme avoir vaincu la branche militaire du Hamas. Une analyse que ne partagent pas tout à fait les experts interrogés par Euronews. Selon eux, malgré de lourdes pertes dans la guerre à Gaza, le Hamas continue de recruter et de reconstruire ses infrastructures souterraines. So if, say, for example, we think it's lost 6,000 fighters, it also seems to be recruiting, or I should say, mobilizing about 6,000 members of its reserves, who are certainly not as well trained as the initial batch, but probably still able to hold a gun and fire rocket launchers at Israeli tanks. I think we can safely say that Hamas has been working to restore some of its damaged tunnels. L'assassinat d'Ismail Haniyeh, le dirigeant politique du Hamas en exil le 31 juillet 2024, a été un coup dur pour le groupe militant. En réaction, le Hamas a choisi pour lui succéder Yahya Sinwar, l'orchestrateur de l'attentat du 7 octobre, considéré comme beaucoup plus radical qu'Ismail Haniyeh. Decisions are taken by consensus in the Shura Council. Of course, Yahya Sinwar would have a strong voice because of what happened on October 7th and the way he is regarded within Hamas and maybe outside Hamas as a strong leader. And because he has Israeli hostages, that gives him a strong card. Les États-Unis et l'Union européenne qualifient le Hamas de groupe terroriste, mais selon les experts, il est impératif pour les efforts de négociation de maintenir la communication avec l'organisation. Alors que le conflit entre dans sa deuxième année, d'autres pays pourraient avoir un rôle à jouer dans les pourparlers.
Countries like Norway, Switzerland can have talks with Hamas because they do not give them the political label of a terrorist organization. It's a political decision. And so the absence of channels, direct channels, is a problem because Hamas is, of course, a movement that fights the military occupation with violence. L'autorité palestinienne reste le principal interlocuteur des médiateurs pour trouver une solution politique au conflit. Mais l'analyste Hugh Lovat affirme que le Hamas, bien qu'affaibli, reste un acteur important dans la bande de Gaza. Let's be clear, Hamas is going nowhere, even having suffered as it has. It will always be able to, at the very least, oppose any outside intervention in Gaza, whether that is an Israeli intervention, as it is doing at the moment, or whether that is the intervention of the Palestinian Authority in the future, or an international force. Le nouveau chef du Hamas, Yahya Sinwar, affirme qu'il ne regrette pas l'attentat du 7 octobre 2023 et déclare toujours vouloir créer un État palestinien par les armes. Un tribunal russe a condamné un Américain de 72 ans à près de 7 ans de prison pour avoir combattu en tant que mercenaire en Ukraine. Selon les procureurs, Stephen Hubbard a signé un contrat avec l'armée ukrainienne après le lancement de l'invasion russe en février 2022. Le citoyen américain aurait combattu avec l'Ukraine pendant 2 mois avant d'être capturé. Stephen Hubbard est le premier Américain à avoir été condamné pour s'être impliqué en tant que mercenaire dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les procureurs avaient initialement demandé une peine de 7 ans dans une prison de haute sécurité. Mais le juge a finalement condamné l'Américain à 6 ans et 10 mois d'incarcération dans une prison de sécurité moyenne. Les arrestations de citoyens américains par les autorités russes se sont multipliées ces dernières années. En août, les États-Unis et la Russie ont conclu leur plus grand échange de prisonniers de l'histoire post-soviétique, après de longs mois de négociations impliquant plusieurs pays européens. L'accord concernait 24 personnes. La Slovaquie ne laissera pas l'Ukraine entrer dans l'OTAN. Robert Fico promet de s'y opposer aussi longtemps qu'il sera au pouvoir. Le Premier ministre slovaque estime que la guerre doit être résolue par la diplomatie et non par le combat. Selon le nationaliste slovaque, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait une bonne base pour une troisième guerre mondiale. Robert Fico s'est exprimé avant sa rencontre avec le Premier ministre ukrainien. Le chef du gouvernement slovaque a développé son point de vue à l'occasion d'une cérémonie en mémoire des soldats tombés pendant la Seconde Guerre mondiale. A my sme sem predsa neprišli oslavovať na Duklu ani vojnu, ani utrpenie, ani smrť. Áno, mrzí ma, že máme takú zvrátenú módu, predovšetkým v Európe, kde namiesto toho, aby sme vynaložili všetko úsilie na zastavenie rinčenia zbraní, dokonca v susedných štátoch, tak počujeme búrlivý potlesk, hlasité povzbudzovanie a dokonca často aj veľmi významné materiálne rozhodnutia, ktoré vojnu len a len povzbudzujú ďalej. Nuž, obrazne povedané, možno takáto jedna raketa by mohla v Bruseli rozbiť nejakú fontánku, aby pochopili, o čom to vlastne pre Boha všetci hovoria. Robert Fico est opposé aux sanctions européennes contre la Russie et en mai dernier, il disait regretter ne pas avoir pu aller à Moscou avec Viktor Orban pour rencontrer Vladimir Poutine. Le cacao est l'un des produits phares concernés par la réglementation européenne de lutte contre la déforestation à l'échelle mondiale. La Belgique est un acteur incontournable de cette industrie. C'est la raison pour laquelle l'entreprise Vollers, présente dans le port d'Anvers, se félicite de la proposition de la Commission européenne de reporter d'1 an la mise en œuvre de ce texte. For us, it is important to know what kind of combinations there will be, how parcels will be entering into Europe, and what the certification platform will be. Where can we find the information?
who will give us the information. Certainly as a warehouse keeper, that is important. On which document do we need to set the information? Are we going to put it on the customs clearances, yes or no? So that was quite important. Selon le texte, les importations de cacao nécessiteront plus encore des preuves sur l'origine des fèves, avec son lot de tâches administratives supplémentaires. La Commission suggère donc de donner 12 mois de plus pour clarifier ces procédures, au risque de retarder l'effort en faveur du climat. La réglementation veut encadrer l'entrée des produits sur le marché de l'Union qui contribuent à la déforestation ou à la dégradation des forêts à l'échelle mondiale. Le texte vise principalement le cacao, le café, le soja, l'huile de palme et le bois. Pour les ONG de défense de l'environnement, le report proposé est une erreur. The EU is a significant driver of deforestation worldwide. We say that the EU is the second biggest importer of deforestation in the world, only after China, which has a much bigger population. Now that doesn't mean that the EU is going overseas and cutting down forests. What it means is that a lot of the products that we import and consume in the European Union are produced at the cost of forests worldwide, both inside Europe and outside Europe. Pour les ONG de défense de l'environnement, la réglementation peut réellement changer la donne. L'Union européenne serait à l'origine de la déforestation de plus de 248 000 hectares par an, soit une surface presque aussi grande que le territoire du Luxembourg.